Bonsoir Paris, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Alors, un grand bravo en tout cas à Sadek Beraba pour cette magnifique prestation artistique. Je pense que vous avez été timides. Allez, on les applaudit s'il vous plaît. Ah là là, quelle magnifique salle, ça fait plaisir de voir autant de monde. Eh bien, vous aimez bien Corum l'Épargne ? Je pense que ça doit bien leur faire plaisir. Mais en tout cas, ils sont contents, ils sont ravis. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Asha Sumput, je suis journaliste et productrice et ravie d'être parmi vous ce soir. Donc, vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, la petite histoire, c'est que avant de devenir journaliste, j'ai fait des études d'économie et de finance. Bon, comme on dit en anglais, nobody's perfect. Bon, finalement, je suis devenue journaliste, mais je suis quand même ravie de garder un lien avec cette industrie et certaines personnes que vous allez voir sur scène dans un instant. Donc, au programme ce soir, nous avons concocté un beau programme. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont se passer, certaines choses, je ne peux pas tout vous dire, hein, on va faire étape par étape. Donc, dans quelques instants, nous allons accueillir le fondateur de Corum l'Épargne, donc Frédéric Puzin. Donc vous le connaissez certainement pas tous, mais en tout cas certains parmi vous. Donc il va se prêter à un jeu. Voilà, on lui a proposé un petit portrait sur le grill, sans tabou, en toute transparence, parce que bon, dans la finance, on aime bien parler de transparence, mais on va essayer, voilà, en tout cas, il s'est prêté au jeu, et vous allez le voir dans quelques secondes, il va me rejoindre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ce soir? On va parler de, je vous ai dit pas mal de choses, on va parler de résultats, mais pas que. On va aussi avoir un petit moment d'humour, vous allez le voir. Nous allons également accueillir un grand témoin qui viendra décrypter les valeurs de Corum l'Épargne et nous éclairer sur quelques grands sujets de société. Mais tout de suite, sans plus tarder, et je sais qu'il est dans les coulisses, il attend impatiemment, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène le fondateur de Corum l'Épargne, mesdames et messieurs, Frédéric Puzin. Bonsoir. Comment tu vas? Moi, ça va bien. Tu vois, regarde ça, c'est magnifique. C'est un bel encouragement. Merci à tous, en tout cas, d'être présents ce soir. On va partager un moment à la fois d'explication de ce qu'on fait pour votre épargne. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire aussi pourquoi je suis de ce côté-ci de la scène. Figurez-vous que je pourrais très bien être de l'autre côté. Je pourrais être assis à côté de vous. Mais il y a une quinzaine d'années, on était une petite dizaine et on trouvait qu'on était très mal servi, on ne comprenait pas ce qu'on faisait de notre épargne. Et je vais même vous faire une confidence, il y a 15 ans, je ne savais même pas ce que voulait dire le mot SCPI. Alors aujourd'hui, je le sais, et je sais que vous savez que je sais. Ah, ça me rassure. Voilà, mais le constat qu'on faisait, c'est tout d'abord qu'on avait le sentiment de ne pas être considéré comme épargnant. Et la considération en tant qu'épargnant, c'est quoi? C'est d'abord essayer de comprendre ce que moi je veux qu'on fasse pour mon épargne. C'est me donner des objectifs clairs. C'est aussi de m'expliquer ce qu'on fait de mon argent. Qu'est-ce qu'on fait de mon argent? Et ce qu'on fait de mon argent, moi je suis désolé, je parle français.
Et je me souviens, alors que quelque part je suis de formation financière, mais des fois j'écoutais certains professionnels de la finance, je ne comprenais même pas ce qu'ils me disaient. Donc comprendre ce qu'on fait de mon argent, me l'expliquer en français, et puis avant toute chose, pas de poésie, pas de romantisme. L'objectif c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez pouvoir me donner comme rentabilité? Voilà. Et enfin, je dirais tenir les engagements pris, tenir les objectifs. Alors, il y a une obligation de moyens, il y a aussi une obligation de résultat. Et dans l'obligation de moyens et l'obligation de résultat, il y a une chose très importante, c'est me tenir informé, tenir informé au fil de l'eau, ce qu'on fait de mon argent, les problèmes rencontrés, ou au contraire, les opérations qu'on n'aurait pas imaginées, ce qui s'est fait de bien, voire de très bien. Et ça, c'est ce qui a motivé le projet de la création de Quorum. Alors, ça peut paraître peut-être un peu iconoclaste dans le monde d'aujourd'hui, mais tout ça sont nos valeurs. Et quand je dis nos valeurs, on est 250 dans cette salle. Voilà, parmi vous, il y a des collaborateurs de Quorum. Vous allez les reconnaître, ils ont un petit pins avec un R, le R de Quorum. Et je vous invite, après ce qu'on va faire là, cet instant sur scène, à leur poser des questions au moment du cocktail. N'hésitez pas, quel que soit leur métier dans l'entreprise, ils sont là pour vous répondre. Ils sont plus de 7, on est installé dans 7 pays différents. Hein. Il y a plus de 20 nationalités dans l'entreprise. Ils parlent tous français, anglais, mais principalement français, donc n'hésitez pas. Qui nous sommes? Tout d'abord, notre métier, c'est quoi? Notre métier, c'est gérer de l'argent qui nous a été confié par des épargnants. Ils sont donc près de 100 000 aujourd'hui. Et le gérer, c'est l'investir. Et on a 2 métiers principaux dans lesquels on investit, c'est l'immobilier et puis également ce qu'on appelle l'obligataire. Donc l'obligataire, on prête de l'argent aux entreprises. Les entreprises ont différentes façons de se financer. Et une des façons, finalement, elles peuvent aller voir les banques, mais elles peuvent aussi elles-mêmes émettre des emprunts. Et donc on va investir dans ces emprunts. Alors la première des différences, c'est qu'on a comment dirais-je, une approche, une considération de l'investissement qui est vraiment dédiée et qui est concentrée sur l'économie réelle. C'est par exemple pour ça qu'on ne fait pas de Bitcoin. Alors je sais qu'il y a dans la salle des amateurs de Bitcoin. Il n'y a pas de crypto-monnaie, il n'y a pas de bourse non plus. Ça, c'est une volonté forte. Pourquoi? Parce qu'on veut être près de la création de valeur. La création de valeur aujourd'hui dans notre monde, évidemment, c'est les hommes et les femmes, mais c'est les hommes et les femmes qui travaillent pour des organisations, des entreprises. Et ce sont les entreprises qui, pour l'essentiel, créent de la valeur. Et en créant de la valeur, elles ont donc un chiffre d'affaires, elles vendent des produits, des services, dont nous sommes consommateurs. Hein, on le voit dans notre quotidien. Elles ont donc un chiffre d'affaires. Avec ce chiffre d'affaires, elles vont payer les salariés, elles vont payer également les prestataires, les fournisseurs. Et puis alors, quand elles ont des immeubles, elles vont payer un loyer. Donc on voit qu'il y a une relation très directe entre la création de valeur réelle de l'entreprise et puis la façon dont on valorise l'épargne. Si on investit dans un immeuble et que le locataire est une grande entreprise, Google par exemple, ou on va avoir des entreprises de grande distribution comme Lidl, eh bien elles vont consacrer une partie de la richesse qu'elles créent à nous payer un loyer. Et ce loyer, on va vous le restituer en tant qu'épargnant sous forme de dividendes tous les mois. Ça, c'est une première façon de faire. L'autre façon très directe, c'est de prêter de l'argent. Prêter de l'argent sous forme d'obligation, c'est ce que j'expliquais il y a un instant. Et une obligation, c'est un prêt, donc on va payer un intérêt. Cet intérêt, il va nous être payé régulièrement et on va également le restituer en créant de la valeur dans les obligations qu'on aura achetées. Ce que j'ai expliqué en introduction, c'est que nous, comme épargnants, chez Quorum, on a vécu la même chose. Voilà, avant de créer Quorum, on a vécu exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on était un numéro dans un coin. C'est parti de cette frustration. Voilà, quand ça va mal, c'est pas de la faute de celui qui gère votre argent, c'est de la faute du marché. Et on ne sait pas, en définitive, par exemple, dans un contrat d'assurance vie, on va signer 40 pages. Je ne sais pas si vous avez un contrat d'assurance vie. Non, mais sérieusement, combien de personnes dans la salle ont compris quelque chose à 40 pages de contrat d'assurance? Franchement, s'il y a des gens qui comprennent, on se voit au cocktail, vous m'expliquez, parce que moi, déjà, je n'ai pas envie de lire. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut... d'abord, je pense que l'épargne, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on fait. Et qui manque sans doute dans nos sociétés aujourd'hui, et plus particulièrement en France. Ce n'est pas vrai dans tous les pays, hein, mais
je trouve qu'il manque un lien direct entre son épargne et à quoi sert son épargne, à quoi elle est utile. L'épargne, en fait, c'est un fertilisant. C'est un fertilisant pour plein de choses. C'est un fertilisant, évidemment, pour l'économie. Ça, on peut le comprendre. Sans épargne, les entreprises ne peuvent pas investir parce que c'est toujours derrière une entreprise, quelque part. Il y a au capital et bien souvent, il y a derrière la banque qui va prêter, il y a un épargnant. Je vais vous donner un exemple très simple. Le livret A. Peu de personnes savent que le livret A sert à financer le logement social en France. Voilà, ça sert à ça. On va prendre d'autres exemples. Plutôt bien. Oui, c'est très bien. L'assurance vie, par exemple, on pourrait en parler tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler. L'assurance vie, ça sert à financer l'État au départ. D'accord ? Donc son épargne, elle a toujours une utilité. Et derrière une banque, derrière une compagnie d'assurance, il y a toujours un être humain, un homme, une femme, qui ont épargné. Donc quelque part, c'est le fruit de leur travail, sur une ou plusieurs générations, qui est confié à une personne qui va le gérer. Et il peut y avoir plusieurs intermédiaires. Nous, notre projet chez Quorum, c'est d'être directement du consommateur au producteur. C'est-à-dire que les gens que vous avez face à vous ce soir, et vous allez voir tout à l'heure un invité qui est Philippe Servézy. Philippe Servézy, il investit votre épargne dans l'immobilier. Donc c'est cette personne. Il n'y a pas X intermédiaire entre lui et vous. C'est lui qui investit votre épargne. Et le projet de Quorum, c'est d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer à quoi sert votre épargne et de vous rendre acteur de votre épargne. Par exemple, chaque fois qu'on va acheter un immeuble, on va vous envoyer un mail dans lequel vous allez avoir une photo avec un explicatif, qui est le locataire, quelle est l'entreprise, pourquoi est-ce qu'elle est dans cet immeuble. Donc il y a de la transparence dans ce que... Voilà, et ça crée une relation, et c'est ce qu'on a essayé de faire, et c'est ce qu'on s'évertue à faire au quotidien, ça crée une relation différente avec son argent, avec ce qui est fait de son argent. Un autre exemple, c'est très bien de savoir ce qui est fait de son argent, c'est encore mieux de savoir ce qu'il rapporte. Donc, par exemple, on va, avec nos SCPI, tous les mois, on va vous payer un dividende. C'est donc un vrai complément de revenus, si on a besoin de revenus complémentaires. On va envoyer un petit SMS en disant, voilà, au mois de décembre 2022, voilà ce que vous avez reçu sur votre compte. C'est simple, c'est concret, mais c'est comme ça qu'on conçoit la relation avec nos épargnants, avec tous ceux et celles qui nous ont fait confiance. Tu parlais d'immobilier, mais en ce moment, on parle beaucoup de baisse de l'immobilier. Donc, est-ce que ça impacte un peu les produits ? Alors, l'immobilier, c'est comme tous les autres produits de placement. On vit une crise, d'accord ? Et cette crise, elle était quelque part, non pas prédictible, mais elle était sans doute prévisible. On vient d'un monde où les taux d'intérêt étaient à zéro, on le sait tous, on avait ça en tête, on pouvait faire un achat immobilier à titre personnel avec des taux qui pouvaient être inférieurs à 1% ou légèrement supérieurs à 1. Donc ça veut dire que l'argent n'avait pas de valeur. Voilà. Et là, on est dans un contexte de hausse des taux, donc ça change la donne, forcément. Oui, alors on revient dans un monde un peu normal où quand on prête de l'argent, ou quand on place de l'argent, on a une vraie rémunération. Par exemple, il y a un an encore, quand on prêtait de l'argent à l'État allemand, il fallait payer. Il fallait payer pour confier son argent à l'État allemand. Aujourd'hui, quand on prête de l'argent à l'État allemand, ça rapporte 2,5%. Voilà. Donc on est passé d'un monde où on marchait un peu sur la tête, en tout cas c'était une vision qu'on avait au sein du groupe, chez Quorum, à un monde par définition dangereux, parce qu'on se rend bien compte que quand les taux sont à zéro, il ne peut faire qu'une seule chose. C'est remonter. D'accord ? À un monde où, à nouveau, l'argent a une valeur, et donc c'est un monde qui est enfin devenu intéressant et qui offre de vraies opportunités. Et ça, c'est des choses assez basiques, assez simples à comprendre. Quand on passe d'un monde dans lequel l'argent n'a plus de valeur, dans lequel il n'y a pas vraiment de rémunération, à un monde où il y a plus de rémunération, ça veut dire que ce qu'on a acheté très cher dans la période précédente va avoir du jour au lendemain moins de valeur. Donc il faut piloter ce passage-là. Et ensuite, il faut savoir profiter de ce nouveau monde dans lequel il y a plus de performance, il y a plus de rentabilité sur les placements. Et le passage de l'un à l'autre, il se fait sur le long terme. C'est-à-dire qu'il ne se fait pas aujourd'hui, il a dû se préparer 10 ans auparavant. Et comment est-ce qu'on le prépare 10 ans auparavant ? En étant prudent. Voilà. Il a fallu savoir ne pas acheter trop cher. Il a fallu savoir dire non ou stop quand on n'était plus capable d'investir. Alors ça fait partie d'un des marqueurs de Quorum. Et on l'a fait aussi bien en matière de fonds obligataires que de SCPI, donc dans l'immobilier. On a su à un moment dire à nos épargnants, écoutez, il faut qu'on ralentisse un petit peu la collecte que vous souhaitez nous confier. On ne va pas pouvoir prendre tout ce que vous souhaiteriez nous donner.
on va sans doute limiter à ce qu'on est capable d'investir. Voilà. Et ça, on l'a fait depuis 2016 en immobilier. Ah oui. C'est une discipline qu'on a depuis 12 ans dans la partie obligataire. C'est savoir dire non quand on ne sait pas faire. Oui. Voilà. Donc être prudent quand le marché est cher. Ça n'empêche pas qu'il y a par moments des opportunités. Non, bien sûr, mais là, Frédéric, si, le contexte, tout le monde le sait, hein, tu parles de hausse des taux, l'inflation, contexte géopolitique, tout ça, ça a un impact. Oui, ça a un impact. Mais pour autant, cet impact, de mon point de vue, de notre point de vue, chez Corob, le monde, il est moins risqué financièrement à cet instant qu'il l'était il y a un an quand l'argent n'avait pas de valeur et que tout était très cher. D'accord ? Et c'est vraiment une discipline qu'il a fallu avoir, c'est savoir être raisonnable quand tout était cher. C'est un exemple de la vie très simple de tous les jours. Hein. On sait tous que quand les choses sont chères, il faut faire attention et peut-être attendre un peu pour que les conditions soient plus satisfaisantes. Aujourd'hui, les conditions, elles sont intéressantes. Enfin, encore une fois, parce que là, quelque part, l'investisseur est considéré et qu'on le rémunère. C'est notre histoire depuis 12 ans maintenant. C'est véritablement notre histoire. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, on a dit, par exemple, on va faire un fonds immobilier, donc une SCPI, dans lequel on va faire 6% dans les... Voilà, sans limite. Et à l'époque, c'était déjà des performances élevées. C'était la même chose dans l'obligataire. Évidemment, quand on annonce des objectifs, parce qu'on a annoncé des objectifs il y a 10-12 ans, qui sont décalés par rapport à ce qu'on peut trouver par ailleurs, dans une banque, dans une compagnie d'assurance, c'est bien beau de faire des promesses, faut-il encore les tenir, d'autant que ces promesses, elles paraissent un petit peu trop mirobolantes. Et donc pour ça, il y a deux façons de faire. Un, c'est que d'abord, la confiance, ça ne se décrète pas, parce que votre question, c'est une question de confiance. Oui. La confiance, ça ne se décrète pas, ça s'obtient avec le temps. Voilà. C'est vous qui allez nous donner votre confiance. Et pour ça, il faut qu'on explique ce qu'on fait. Expliquer ce qu'on fait, il faut le faire dans des mots simples, avec des convictions, et puis soit on arrive à convaincre, parce que notre explication vous a parlé, elle vous a paru sensée, soit vous allez attendre et regarder ce qu'on fait. Ça se juge à l'aune des faits. Être transparent, c'est quand ça va bien, on le dit. Et quand ça va mal, on le dit aussi. Voilà. Il y a 2 ans, 2 ans, au moment de la crise du Covid, en mi-mars 2020, on a pris la parole chez Corob et on s'est adressé à nos épargnants, alors par webinaire, parce qu'on pouvait déjà plus se voir les uns les autres, hein. Mais clairement, on a dit, voilà, il y a un problème, il pourrait y avoir d'énormes problèmes dans nos fonds, c'est-à-dire que si la moitié des locataires arrêtent de payer leur loyer, c'est énorme. Hein. La moitié des locataires, nos locataires, c'est des très grandes entreprises. Arrêter de payer leur loyer parce que l'économie mondiale s'arrête, eh bien, la rentabilité de nos fonds, elle passerait de 6% à 3%. On l'a dit 3 jours après le début de la crise. Et je pense qu'on a été les seuls à s'exprimer à ce moment-là en disant très clairement, voilà où est l'impact. C'est ça la transparence. C'est pas forcément des bonnes nouvelles, mais il vaut mieux avoir des nouvelles que pas de nouvelles du tout, et quelles qu'elles soient. Bien sûr. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que Corob l'épargne, c'est une entreprise. Voilà, c'est une société, ce n'est pas une association, ce n'est pas une mutuelle, c'est une entreprise. Donc cette entreprise, notre entreprise, elle a un chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, il vient d'où ? Il vient des honoraires qui sont payés grâce à la gestion qu'on fait et que vous payez à travers votre investissement. Et on n'est payé que si on a des résultats. Je m'explique. Par exemple, dans les CPI, dans les fonds immobiliers, pour qu'on puisse prendre nos honoraires, il faut qu'on encaisse des loyers. Et ces loyers, on va en prendre une fraction, petite, modeste fraction, et l'essentiel va vous être versé tous les mois. Donc vous avez compris, quand en mars 2020, je dis, voilà, il se pourrait que le rendement de nos SCPI passe de 6 à 3, je dis en même temps à toutes les équipes de Corob, il se pourrait que le chiffre d'affaires soit divisé par 2. Vous voyez, nos intérêts sont alignés. Des intérêts alignés, ça veut dire qu'on rame, on est dans le même bateau, et que pour que vous gagnez, pour que nous on puisse gagner, il faut que vous puissiez gagner. Avec ce chiffre d'affaires, avec les revenus de l'entreprise, on a des projets. Alors, par exemple, les locaux des Champs-Élysées. Je vais vous prendre une image très simple et quelque part une expression extrêmement familière. On ne prête qu'aux riches. Oui, ça on a bien compris. Oui. Ouais, mais vous allez comprendre. Votre force, la force de nos 100 000 épargnants, c'est qu'à 100 000, ils sont très très riches. Ils représentent plus de 6 milliards d'euros. D'accord ? Et cette force, cette richesse, elle permet d'investir dans 16 pays européens.
à l'échelle d'un individu, vous, moi, on ne peut pas aller acheter un immeuble en Islande, en Finlande, on ne peut pas aller acheter un immeuble au cœur de Londres. Par contre, tous ensemble, à 100 000, on peut. Et quand je vous dis qu'on prête aux riches, vous imaginez bien une SCPI française qui veut acheter un immeuble de 170 millions d'euros à Bruxelles ou un immeuble de 80 millions d'euros à Düsseldorf. Pour un Allemand ou un Belge, un Français, déjà, ça va quelque part montrer patte blanche, mais en plus de ça, une SCPI, personne ne sait ce que c'est. Alors, on va expliquer qu'on est 100 000 épargnants, mais vous vous rendez bien compte que, quand je dis qu'il faut qu'on prête aux riches, une partie de la crédibilité, ça fait partie de tous les métiers, il faut avoir les apparences qui donnent confiance. Et non seulement c'est les apparences, mais il faut que ce soit la réalité. Donc le fait d'avoir des bureaux aux Champs-Élysées, quand un investisseur veut nous vendre un immeuble, il doit nous faire confiance. On travaille aussi à la notoriété de notre entreprise, mais la notoriété de notre entreprise, on la travaille aussi pour vous, nos épargnants. C'est-à-dire que plus les fonds que l'on gère seront grands et puissants, pour autant qu'on soit capable d'investir l'argent, c'est la limite. Plus ils sont grands et puissants, plus on pourra faire des choses qui vont être ambitieuses pour votre épargne, plus on pourra investir dans un nombre de pays important, plus on pourra diversifier, plus on pourra acheter des choses qui sont peut-être plus difficiles d'accès. Et tout ça, c'est au bénéfice de votre patrimoine, que ce soit les fonds obligataires ou les fonds immobiliers. Plus on est diversifié, moins on prend de risques. D'accord ? Et plus on a une force de frappe importante, et plus on est fort dans la négociation. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque part ce qu'on a réinventé sans le vouloir vraiment, mais c'était le projet initial, c'était fédérons, nous, ayons un objectif ambitieux pour votre épargne. Alors, il y a eu des modèles un peu équivalents, ça a été les coopératives, les mutuelles. Nous, on le fait sous forme de SCPI ou de fonds obligataires. On va continuer à parler de performance, puisque c'est un peu aussi ça le sujet, et on parlait de résultats, mais on ne va pas le faire tout seul, on va accueillir tout de suite Philippe Servesi. Bon, Philippe, donc toi, tu es le directeur général et directeur de l'immobilier de Quorum l'Épargne et tu vas nous parler un peu justement de résultats. Donc, avant de revenir vraiment en détail sur ce sujet, peut-être un peu de... Enfin, voilà, on a commencé un peu de faire un peu de pédagogie. On va parler un peu justement d'expliquer c'est quoi l'assurance vie. Parce que ça a l'air simple et pas simple. Alors, tout à l'heure, j'ai rappelé un petit peu la genèse. L'État a besoin de votre épargne. Parce que l'épargne, on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui permet de fertiliser un pays. C'est ce qui permet aussi à l'État, en plus de l'impôt, d'avoir des actions sur l'économie, ou que sais-je, sur en fait nos infrastructures. Et donc l'État, alors il y a eu des grandes périodes comme ça d'emprunt d'État, mais l'État lance sous forme d'emprunt ce qu'on appelle des OAT. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'OAT à 10 ans. Voilà. Et pour vous inciter, alors l'impôt, on est d'accord, on n'a pas le choix, il faut qu'on le paye. Mais pour vous inciter à prêter en plus de l'argent à l'État, l'État a trouvé une martingale, qui est une martingale assez simple. En mauvais anglais, on appelle ça un incentive. En français, on va dire que c'est une motivation pour vous inciter à prêter de l'argent à l'État. L'État va vous offrir ce qu'on appelle en français une carotte fiscale, voilà, une économie d'impôt. Voilà. Mais en contrepartie de l'économie d'impôt, évidemment, il faut que vous prêtiez votre argent à l'État et il faut que vous prêtiez un minimum de temps parce que l'État a besoin de temps pour faire bon usage de votre argent. Et donc, le deal, entre guillemets, le contrat implicite, c'est vous bloquez votre argent pendant 8 ans et je vous fais une économie d'impôt. Donc voilà d'où part le contrat d'assurance vie. Et alors avec le temps, le système s'est un petit peu élargi parce que l'intérêt de l'État, c'est qu'aussi le pays se porte bien. Si le pays se porte bien, que les Français deviennent de plus en plus riches et que les entreprises se développent de plus en plus, bien évidemment, il va pouvoir prélever plus de taxes indirectes. Ça va être la TVA parce que vous allez consommer plus, ça va être l'impôt sur les sociétés, etc. Donc, l'État a aussi vous a permis, à travers ce contrat d'assurance vie, si vous bloquez votre argent pendant 8 ans, eh bien, vous allez pouvoir, par exemple, investir dans nos fonds obligataires ou dans nos SCPI, et au bout de 8 ans, vous aurez une remise fiscale. Donc voilà un petit peu ce qu'est un contrat d'assurance vie, avec un point important,
c'est que l'État vous garantit, enfin, on vous garantit à travers les contrats d'assurance vie, ce qui est demandé aussi de notre côté aux gens qui empruntent, qui souscrivent au contrat, c'est qu'on doit vous garantir la liquidité à tout instant. C'est-à-dire qu'à tout instant, vous pouvez retirer votre argent. Alors, évidemment, si vous le faites avant 8 ans, vous allez perdre le gain fiscal, mais après, vous aurez en plus le gain fiscal. Alors, justement, qu'est-ce qui est différent dans ce que vous faites dans le contrat d'assurance vie? Alors, par rapport aux autres, j'ai envie de dire. Donc, voilà, nous, notre métier, c'est de gérer votre épargne. Et gérer votre épargne, on est payé pour ça, à travers les fonds obligataires ou les SCPI. Et on considère qu'on vous doit en plus un certain nombre de services. Alors, on l'a fait par exemple dans les SCPI, on a toujours dit que la SCPI était un produit, un complément de revenu, entre autres. Et si c'est un complément de revenu, ben un revenu, c'est payé tous les mois. Enfin, un salaire, c'est payé tous les mois. Une pension de retraite, c'est payé tous les mois. Donc, on a mis en place le paiement du dividende mensuel. Évidemment, quand on a fait ça, on ne vous a pas demandé des frais en plus. On l'a fait parce qu'on considérait que ça faisait partie du service qu'on vous devait. L'assurance vie, au bout du compte, c'est quoi? C'est un cadeau fiscal qui vous est fait par l'État. Vous êtes des citoyens. Donc, pourquoi, au bout du compte, pourquoi en fin de compte, vous devriez payer pour un cadeau que vous fait l'État, en contrepartie du fait que vous bloquiez votre argent. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de frais, c'est ça que je... Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on a considéré que le contrat d'assurance vie, chez Corum l'Épargne, c'était un service qu'on vous devait. Et donc, on vous offre ce service sans frais, avec un petit plus, c'est que voilà, si vous arrivez à un accident de la vie, en cas de décès, en plus de ça, on vous garantit le capital. Donc, vous avez l'économie d'impôt, vous n'avez pas de frais supplémentaires, et on vous offre une garantie en cas de décès. Donc c'est comme ça qu'on a conçu le contrat d'assurance vie qui s'appelle Corum Life. Et comment tu gagnes de l'argent? Je gagne de l'argent parce que mon métier, c'est de gérer votre épargne et qu'un contrat d'assurance vie n'est qu'un réceptacle administratif dans lequel on va trouver nos SCPI et nos fonds obligataires. Et on est payé pour ça. Donc on ne va pas vous demander en plus de nous payer pour cette enveloppe fiscale à laquelle, après tout, vous avez droit en tant que citoyen. Est-ce que j'ai eu raison de quitter la finance? Allez, Frédéric, bon, concrètement, les résultats. On va parler des résultats. Qu'est-ce que ça donne cette année en termes de résultats? Est-ce que c'est aussi pour ça que les personnes dans la salle sont là, pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? On va parler en détail dans un moment avec toi, Philippe, mais juste très rapidement. En termes de résultats, on en est où? Alors, je vais faire un acte de contrition. Je ne vais pas vous dire que je suis désolé, mais je vais vous présenter mes excuses. Pour la première fois depuis 12 ans, il y a un produit d'épargne, parmi tous les produits d'épargne que l'on gère, qui, comme on dit pudiquement dans les milieux financiers, était en zone négative, pour parler clairement, qui a perdu de l'argent. C'est-à-dire qu'on a perdu une partie du capital et on n'a pas produit de gain. Voilà. Et ça doit se remettre dans un contexte qui est celui très spécifique de l'année 2022. Et après vous avoir fait des excuses, je voudrais vous expliquer ce qui s'est passé et les décisions qu'on a prises pour votre épargne en début d'année 2022. Voilà. À partir de la fin de l'année 2021-2022, on ne peut pas ignorer, en tout cas, on a tous entendu dire que potentiellement, il pouvait y avoir un problème à l'ouest de notre chère Europe et que la Russie pouvait envahir l'Ukraine. Voilà, les services de diplomatie à la fois américains et anglais ont alerté là-dessus. Objectivement, on n'y a pas cru. Voilà, ça nous semblait complètement saugrenu qu'un grand État comme la Russie puisse envahir un de ses voisins de façon aussi violente au XXIe siècle. Et on a décidé, parce qu'on avait le choix un peu entre la peste et le choléra, c'est-à-dire que soit on y croyait, soit on pensait vraiment qu'il allait y avoir la guerre, et à ce moment-là, il fallait qu'on vende dans nos fonds obligataires toutes les obligations qu'on avait pour être ce qu'on appelle complètement liquide, c'est-à-dire que tout l'argent était devenu liquide, il n'y avait plus d'investissement dans les obligations des entreprises dans lesquelles on était. Mais ça voulait dire aussi que si on se trompait, si la guerre n'avait pas lieu, eh bien, votre épargne aurait bronzé idiot, elle n'aurait pas eu de revenus du tout, et il y aurait eu sans doute une question au bout du compte qui était de se dire, mais finalement, on a pris un risque en se rendant complètement liquide, c'est-à-dire qu'en étant uniquement en argent trébuchant et sonnant, en n'ayant plus d'obligations dans le portefeuille. Ou alors, la guerre se produisait, et derrière, le choc qui s'est produit, à savoir une baisse sur tous les marchés, et on l'a vu, on le voit sur cette diapositive,
Le Bitcoin, alors bon, ça c'est anecdotique, ça a perdu 64%, mais par exemple les obligations allemandes ont perdu 21% à cause de la guerre, les obligations européennes au rendement ont perdu 9%, et puis les actions européennes, donc la bourse a perdu 9,5%. Donc tout le monde s'est trompé, enfin personne n'a anticipé que le Rubicon serait franchi par M. Poutine et la Russie. Et persuadé de ça, alors oui, on s'est légèrement allégé, on a vendu à peu près 30% du portefeuille, on avait un doute quand même, on a été prudent, mais malgré tout, voilà, malgré le contexte, voilà, performance, on a subi de plein fouet cette guerre avec tout ce qui était derrière, puisque derrière il y a une anticipation par le marché, guerre de la Russie égale enrichissement voilà, du gaz, l'économie européenne va moins bien, récession, etc. Des belles performances. Alors, les performances au bout du compte, ben, vous les avez là dans Quorum Life. Voilà, vous voyez qu'on oscille entre plus 3,4 et moins 1,4%. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas une grosse perte. Nous, on considère que c'est une perte. Voilà. Et malgré tout, la force de ce contrat d'assurance, c'est d'être équilibré entre l'obligataire et l'immobilier. Et évidemment, l'obligataire a eu des années bien plus belles, notamment en 2020, où c'est l'obligataire qui a tiré nos performances, plus que l'immobilier. Donc c'est notre chance et notre conviction, c'est d'être persuadé que l'économie réelle, elle est vraiment concrète en termes d'épargne entre l'obligataire et l'immobilier, des entreprises qui payent des intérêts et des locataires qui payent des loyers. Voilà. Et justement, est-ce que c'est le bon moment d'investir dans des fonds obligataires? Ben oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises payent l'argent qu'on leur prête beaucoup plus cher qu'il y a quelques mois. Voilà. Et en gros, aujourd'hui, on peut espérer obtenir des rentabilités qui n'ont rien à voir avec celles qu'on avait il y a un an, avec en plus ça des entreprises qui sont comment dirais-je, non pas de meilleure qualité, mais qui offrent des perspectives de croissance supérieures. Et c'est maintenant, effectivement, qu'il faut vraiment compléter son investissement obligataire. Alors nous, notre mission, ça va être refaire évidemment une partie du chemin en 2023, et on a plutôt de bons signes, on a des fortes convictions pour que ça soit une belle année obligataire. Mais pour vous, épargnants, oui, c'est maintenant qu'il faut aller sur les produits obligataires. Et à ce titre, on a lancé en fin d'année un produit particulier qui vient compléter notre gamme, qui est un produit qu'on va appeler un fonds daté dans notre jargon. Alors ça veut dire que c'est un produit qui va s'arrêter en 2029. En 2029, on va vous rendre votre épargne, mais on investit dans des entreprises, on va garder les obligations, on connaît les coupons et on sait déjà qu'à cet instant, on va savoir faire avec ce fonds obligataire près de 5% de rentabilité et de rendement. Merci Frédéric, mais on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail des résultats des SCPI avec toi Philippe. Alors si j'ai bien retenu, beaucoup de personnes vous ont confié leur épargne en 2022, la preuve, on a une belle salle bien remplie. J'ai le chiffre, 1,2 milliard, c'est beaucoup d'argent ça. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? C'est beaucoup d'argent, Achat, en effet, c'est une grosse responsabilité. Et notre métier, avec cet argent, c'est de l'investir dans de bonnes conditions, de le gérer pour récupérer les loyers et vous les reverser sous forme de dividendes et de vendre. Certains d'entre vous dans la salle l'ont probablement vécu, Frédéric en a parlé tout à l'heure, pendant plusieurs années, depuis 2016, on a volontairement ralenti l'accès à nos produits d'épargne. Certains d'entre vous ont peut-être appelé chez Quorum et ont eu quelqu'un au téléphone qui leur a dit « Désolé monsieur, mais en ce moment, on ne collecte plus d'épargne sur ce produit. » C'est complètement contre-intuitif, mais c'était un choix fort de gestion. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Puisqu'au cours des dernières années, Frédéric l'expliquait encore juste avant, il y avait un afflux d'argent extrêmement important. L'argent ne coûtait rien, donc il y avait trop d'argent sur les marchés, ce qui pousse les prix des immeubles vers le haut. On a refusé de jouer le jeu de ce marché-là, parce qu'on voulait continuer à acheter dans de bonnes conditions. On était dans ce qu'on appelle un marché de vendeurs, c'est-à-dire que dans le monde d'hier, quand vous aviez l'immeuble, vous aviez le pouvoir, puisque vous aviez l'objet de toutes les convoitises, il y avait beaucoup d'argent, tout le monde voulait l'acheter, vous faites monter les prix, vous gagnez. Ce paradigme, il a complètement changé en 2022, pour les raisons évoquées par Frédéric, je ne vais pas revenir dessus, en plus il m'a mis un peu en retard. Mais tu vas te savoir t'en sortir. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? C'est l'inverse. L'argent commence à coûter cher. Aujourd'hui, vous le vivez tous, pour ceux qui souhaitent obtenir des crédits, c'est plus difficile et ça coûte cher. Conséquence,
moins de concurrence sur les marchés, les prix des immeubles baissent. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé, nous, de rouvrir un peu l'accès à nos produits d'épargne. Puisque l'épargne que vous nous confiez depuis des années et que vous nous avez confiée en 2022, eh bien en 2022, elle nous donne un pouvoir énorme de négociation. Puisqu'on est passé d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs. Quand on arrive sur le marché immobilier en 2022 et qu'on a de l'argent, qu'on n'a pas besoin d'accéder au crédit, on a le pouvoir, et c'est dans ce contexte de marché qu'on fait les meilleures affaires. Et d'ailleurs, vous avez même vendu des immeubles. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait des plus-values? Alors, on a vendu, on a acheté. Désolée, hein, je sais que vous pensez à ces questions. On a vendu, on a acheté, et on a voulu l'illustrer, comme vous le voyez sur l'écran, avec deux événements importants. Le premier, c'est peut-être l'acquisition d'un très gros immeuble. Vous voyez un gros montant derrière moi, 173 millions d'euros, acheté dans le centre-ville de Bruxelles. Cet immeuble-là, il y a quelque temps, on ne nous aurait même pas appelé. On ne nous aurait même pas appelé parce qu'il aurait coûté beaucoup trop cher, puisqu'il y aurait eu 15, 20, 25 investisseurs qui seraient positionnés dessus. Et bien là, on nous a appelés. On nous a appelés parce que le prix de cet immeuble dans le marché de l'année 2021, de l'année 2020, c'était plutôt 215, 220 millions d'euros. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui peut payer cet immeuble ce prix-là. Parce qu'il faut avoir un accès au crédit, parce que ça coûte cher, donc c'est pas rentable pour les investisseurs. Et du coup, c'est le vendeur qui doit faire des concessions. Et nous, grâce à vous, parce que c'est la combinaison de l'ensemble de votre épargne qui nous permet de venir et de dire, bah voilà, moi, j'achète cet immeuble, 173 millions d'euros, et je paye argent comptant. Et ça nous permet d'acheter un immeuble sécurisé avec le gouvernement belge pendant 9 ans, dans le centre de Bruxelles, qui va nous permettre de générer des loyers pour les 9 prochaines années, qu'on vous reversera mensuellement, via les dividendes que vous percevez sur votre compte. Tu m'as parlé de la vente, puisque c'est important. Il y a eu un événement important cette année, c'est une vente en Allemagne. Je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire, parce que c'est important de comprendre le choix qui a été fait. En 2015, on décide d'acheter un immeuble à Francfort, en Allemagne, loué à un locataire qui n'a pas bonne presse. Ce locataire, c'est la Deutsche Bank. À cette époque-là, on sort de la crise grecque, la Deutsche Bank, elle vient de licencier. Elle n'a pas bonne presse. Elle vient de passer une grosse provision, alors plus petite que celle de la BNP, mais qui se chiffre en, je crois que c'était 5 milliards de plusieurs milliards d'euros, tout à fait. Mais elle est engagée sur une durée ferme de 9 ans. Et on considère que finalement, la Deutsche Bank, c'est l'État allemand, et que l'État allemand ne fera pas défaut. Donc on achète cet immeuble en 2015. C'est 70 millions d'euros, donc c'était un gros montant à l'époque pour Quorum Origine. Et cet immeuble, il nous a généré des loyers pendant 7 ans. Ça veut dire que si on additionne, on a touché un peu plus de 40 millions d'euros de loyers pendant 7 ans. Début 2022, on décide de le vendre. Pourquoi? On pourrait se dire, vous décidez de vendre un immeuble parce que vous allez faire une plus-value, et puis du coup, commercialement, c'est intéressant pour vous. La réalité, c'est qu'on refuse des offres régulièrement, tous les jours. Mais là, on a fait un vrai choix de conviction de vendre l'immeuble. Pourquoi? Parce que cet immeuble était risqué pour vous et pour nous. Pourquoi il était risqué? Puisque le bail se terminait dans 2 ans, et qu'en parlant directement avec le locataire, on anticipait un possible départ. Et ça veut dire que dans le contexte de marché actuel, on avait 40 000 m² à relouer à Francfort. Du coup, la décision, c'est de vendre. Une fois que vous avez pris cette décision, c'est bien. Maintenant, la question, c'est vous vendez à qui? On peut se dire, on va viser un investisseur immobilier classique. On aurait fait une plus-value légère. En revanche, en 2015, un des éléments importants, on en avait longuement parlé avec Frédéric, c'est que cet immeuble, il était placé dans une zone de Francfort avec un nœud télématique important, dans une zone qu'on appelle de data center. Alors, je vais préciser ce qu'est un data center pour tout le monde. Data center, c'est un immeuble dans lequel on place des serveurs, des ordinateurs, et qui va générer du courant. Dans cette zone de Francfort, les autres locataires, à côté de la Deutsche Bank, c'est IBM, c'est Microsoft qui sont installés là-bas. Et du coup, la stratégie qui a été décidée, ça a été de viser ces investisseurs dédiés aux data centers, qui sont plutôt des immeubles en vogue en ce moment. Et donc les équipes de Quorum, elles ont créé une compétition entre ces différents investisseurs. Et c'est comme ça qu'on a pu obtenir un prix de 95 millions d'euros, qui a généré la plus-value de 24 millions d'euros, que vous voyez affichée à l'écran, qui, en théorie, si vous avez donné le bon RIB, est arrivé sur votre compte épargne la semaine dernière. Il confirme, je crois, des sourires. Bon, allez, on va revenir sur... On a parlé un peu de contexte géopolitique, de macroéconomie. Moi j'aimerais revenir juste sur l'inflation. Peut-être expliquer quelle est la relation entre l'épargne et l'inflation. Alors effectivement, l'inflation, c'est un des grands mots de l'année 2022. Vous avez dû le lire partout dans la presse. Qu'est-ce que c'est l'inflation? L'inflation, c'est quelque chose qui vient s'attaquer finalement à votre pouvoir d'achat. Un objet qui valait 100 hier vaut 106 aujourd'hui. Vous, votre challenge en tant qu'épargnant, c'est de contrecarrer cette inflation.
de trouver quelque chose, une parade, qui protège votre capital, votre épargne. Et nous, notre travail en tant que société de gestion chez Quorum, c'est de vous proposer des solutions d'épargne qui vous permettent justement de faire face à cette inflation, voire de la dépasser. C'est pour ça qu'on vise aujourd'hui des niveaux de rendement, on va le voir, le plus élevé possible pour contrecarrer cette inflation. Il y a plusieurs éléments importants sur l'inflation. On vous a souvent parlé chez Quorum de la diversification du patrimoine qui dilue le risque. Là, la diversification, elle a une autre vertu, assez opportuniste. La France, vous avez dû le lire, c'est plutôt, pour une fois, le bon élève de l'Europe sur l'inflation. L'inflation en France est de 6%, l'inflation en Europe est supérieure à 9%. Et c'est là que c'est intéressant pour vous, en tant qu'épargnant français, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez les produits Quorum, vous êtes finalement investi dans 16 pays de la zone euro, dont la grande majorité ont une inflation supérieure à la France. Or, les contrats de location dans ces pays, ils sont indexés sur l'inflation du pays. Je vous donne un exemple très concret. Les Pays-Bas. Plusieurs de nos locataires aux Pays-Bas l'an dernier, on a indexé leur contrat de location à 13 ou 14%. Et ça, évidemment, quand vous êtes épargnant français et que vous avez une inflation à 6%, vous en bénéficiez. Donc, ce que tu es en train de nous expliquer, Philippe, c'est qu'on importe au bénéfice de nos épargnants de la bonne inflation étrangère. En d'autres mots, le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est ça? Alors, c'est une vision très pragmatique de la chose, mais elle est réelle. C'est vraiment le cas, en effet. Mais finalement, ce sont des belles performances. Oui, ce sont des belles performances. Et comment tu expliques? C'est pas à nous de dire si elles sont belles ou pas. En tout cas, nous, on a fait... comment dirais-je, on a fait ce qui correspond à nos convictions et on a essayé de profiter d'une année qui a été chahutée. Enfin, Philippe peut en témoigner, mais... Ça a été une année difficile, mais en même temps, comme le disait Frédéric, elle expliquait, chaque crise financière est source d'opportunités. Et c'est ce que montrent en fait ces performances de l'année 2022. Pour bien comprendre, on va expliquer parce qu'elles sont décomposées, puisque vous le voyez, il y a une addition, il y a deux éléments. Il y a la hausse du prix de part, qui est importante. Pour les plus anciens, si on prend l'exemple de notre produit d'origine, Quorum Origine, qui a été lancé en 2012, vous avez payé 1 000 €, le prix de la part de Quorum Origine en 2012. Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre sur Quorum Origine, il va payer 1 135 € le prix de la part. Ça veut dire que le prix s'est apprécié de 135 €. Pourquoi? Parce que le portefeuille immobilier de Quorum Origine, vos immeubles, se sont valorisés. C'est le premier vecteur de performance de cette année 2022. Le second, que vous voyez à l'écran, c'est le rendement. Le rendement, c'est très simple, c'est la moyenne de ce que vous avez perçu tous les mois pendant l'année 2022. Et c'est quelque chose de très concret, hein. Ce sont les loyers, une partie des loyers qui vous est rétrocédée, auxquels vous avez accès et droit, c'est vos loyers, tous les mois. Tout à fait. Alors, on arrive presque, on est déjà à la fin du temps. Peut-être une dernière question. Frédéric, Philippe, peut-être 2-3 infos ou chiffres à retenir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de se dire? Je pense que s'il y a une chose à retenir, et c'est ce que vous avez à l'écran, c'est qu'on a créé notre première SCPI il y a 12 ans maintenant. 12 ans. 11 ans. On s'était donné un objectif qui d'ailleurs à l'époque avait fait beaucoup sourire et même on peut dire railler parce qu'il paraissait complètement présomptueux. Notre objectif c'était de faire 6%. Voilà, on a fait les 6%, on fait les 6%, on va faire à nouveau en 2023 les 6%. Donc pour moi, s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci. L'autre chiffre à retenir, c'est la largeur de notre gamme de produits d'épargne. Et puis, donc il y en a presque 10 aujourd'hui. Cette année, il y en aura sans doute encore 3 nouveaux. On va vous faire 3 nouvelles propositions. Et enfin, s'il y a un chiffre à retenir, c'est notre compagnie d'assurance. Voilà, on ne dépend d'aucune autre compagnie. C'est la compagnie de Quorum l'Épargne et qui vous donne quelque part accès à un avantage fiscal que par ailleurs on va vous faire payer et que nous on vous propose sans frais supplémentaires. Donc, si j'ai bien compris, pendant 11 ans, on a payé plus de 6%, qui était l'objectif, exactement. Et je pense que c'est important de le dire pour tout le monde. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, on n'a pas de secret de fabrication, il y a un point qui est essentiel et qui fait partie de l'histoire de Quorum l'Épargne, et c'est ce que disait Frédéric au début, c'est qu'on est indépendant. Et quand on est indépendant, on peut prendre des décisions qui vont à l'encontre du consensus de marché.
Quand on se rappelle, quand on regarde un peu le passé, en 2012, quand on décide d'aller investir dans le sud de l'Europe, c'est pas un choix, c'est contre-intuitif, ça va pas dans le consensus de marché. Tout le monde n'est pas content quand on le fait. Quand en 2017, on décide d'aller investir au Royaume-Uni après le Brexit, ce qui nous offre aujourd'hui des conditions de marché exceptionnelles au Royaume-Uni, avec une livre basse, avec un immobilier bas, ce qui nous a permis en 2022 d'acheter dans Londres, ce qu'on n'aurait jamais pensé, moi le premier. C'est juste parce qu'on est capable à ce moment-là de prendre des décisions que d'autres peut-être ne peuvent pas prendre parce qu'on est indépendant et parce qu'on peut faire des choses qui vont un peu à l'encontre d'un consensus de marché finalement global. Alors à contrario, Philippe, on n'a quasiment pas investi en France, on n'a jamais investi à Paris. On va investir à Paris en 2023 ? Il est possible qu'on revienne effectivement en France et à Paris, en tout cas en région parisienne, en 2023. C'est encore une des possibilités que nous offre ce contexte de marché. Et évidemment, si on a la possibilité de le faire et de générer de la performance pour vous, on le fera avec grand plaisir. En tout cas, on va surveiller tout ça avec beaucoup d'attention. Merci Frédéric, merci Philippe, vous pouvez les applaudir. Merci. Messieurs, merci d'accueillir Julia de Funès. Tu es là aujourd'hui, c'est vraiment pour apporter ton regard de philosophe et décrypter les valeurs de Quorum l'épargne, pour mettre justement en perspective ces grandes questions sociétales qu'on se pose en ce moment. Donc peut-être pour démarrer, on a parlé d'action, on a parlé de risque, et cette notion de confiance, justement, la confiance permet de passer à l'action. Oui, il n'y a pas d'action. On ne peut pas agir, passer à l'acte sans une certaine dose de confiance en soi et de confiance en les autres. Et la confiance présuppose, implique le risque. L'étymologie du mot est formidable. Parce qu'elle explique vraiment, elle donne la logique de la confiance. Et vous le savez certainement, mais je rappelle, confiance en latin, ça vient de cum fidere. Confiance, cum fidere, ça veut dire avec foi. Quand on est dans la confiance, quand on se fait confiance, quand on fait confiance à l'autre, on est dans la foi, c'est-à-dire qu'on est dans la croyance et qu'on parie sur l'inconnu. C'est ça la confiance. Si je crois en Dieu, on n'a jamais pu me prouver l'existence de Dieu, on n'a jamais pu me prouver son inexistence, donc il y a un doute, il y a un risque, il y a une incertitude et je décide oui ou non de parier sur l'inconnu. Donc la confiance, c'est un pari sur l'inconnu. C'est pour ça que ça va avec le risque, parce que quand on est dans une logique de risque, forcément, on est obligé de parier sur l'inconnu. Or, très souvent, vous remarquerez que les gens confondent la confiance avec ses exacts opposés. Puisque j'ai dit que c'était la croyance, la confiance. La croyance, elle s'oppose à la connaissance. Quand on sait, on n'a pas besoin de croire. Quand on croit, c'est qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une incertitude. Je ne crois pas que 2 plus 2 fasse 4, je sais que 2 plus 2 font 4. Or, très souvent, on rabat la confiance sur un registre cognitif de connaissance qui est l'opposé de la croyance. Et la plupart du temps, les gens vont vous dire j'attends de voir comment il se comporte et puis je lui accorderai plus ou moins ma confiance. C'est tout sauf de la confiance, c'est de la déduction cognitive. Mais une fois que vous savez comment l'autre se comporte, vous n'êtes plus dans un pari sur l'inconnu. Vous jugez à partir du connu, donc vous n'êtes plus dans la confiance. Parfois aussi, les gens vont vous dire on va être de plus en plus transparent et puis on insufflera de la confiance. C'est exactement la logique inverse. Plus vous êtes transparent, moins vous ferez appel à de la confiance, parce que la transparence, elle est du registre du cognitif. On veut des preuves, on veut des reportings. C'est tout à fait normal d'être dans une logique de transparence quand on est dans les entreprises, quand on est dirigeant, manager, etc. Mais ce n'est pas la logique de la confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut être opaque, obscur et tout caché non plus. Mais la logique de la transparence est vraiment du côté de la connaissance. Quand on vous a fait confiance, qu'on vous a dit un mot, touché l'épaule, ce que vous voulez, une marque de confiance, vous vous êtes senti rehaussé par cette confiance et vous avez voulu vous en montrer digne. Et c'est pour être acteur, c'est être autonome. Et donc, la confiance, c'est un gage, c'est une reconnaissance de cette autonomie. On te laisse agir à partir de ce que tu es, à partir de qui tu es. Et il y a beaucoup d'exemples en entreprise qui montrent que, par exemple, le télétravail, les gens ne travaillent pas. C'est un gage de confiance. On ne voit pas le collaborateur travailler sous l'œil comme en présentiel. Les études montrent que les gens ne travaillent pas moins ou moins bien en télétravail. Les gens qui ne travaillent pas en télétravail sont ceux qui ne travaillent pas de toute façon au bureau. Il y a une grande cohérence dans les statistiques. Donc ça ne change strictement rien.
Alors, devenir acteur, je laisse le thème de l'épargne qui est vraiment un thème financier, mais devenir acteur, l'action, c'est un thème philosophique. Et au sens étymologique du terme, ça veut vraiment dire être sujet, être autonome, être l'acteur, être l'auteur de sa vie. Je crois que ça dépasse l'épargne et je crois que c'est une attente que les collaborateurs ont beaucoup aujourd'hui, de se sentir acteurs dans les organisations, dans leur carrière, dans leur vie professionnelle. Et c'est pas toujours évident dans notre pays parce que vous avez remarqué comme moi qu'on est englué de procédures, de normes. J'entends par procédure, je suis pas contre les procédures, je suis pas naïve au point de penser qu'une organisation peut vivre sans procédure, mais très souvent, le process devient le sommet des priorités au détriment du sens de ce qui est entrepris, et c'est là qu'on tombe dans l'absurdie, et c'est là qu'on engourdit les intelligences. Donc il y a un besoin de se sentir acteur, de reprendre les rênes, et ça va parfois un peu à l'encontre de cette logique très procédurale. J'entends par process pas simplement les normes réglementaires, j'entends par process des normes comportementales, des normes langagières, des normes managériales. On le fait parce qu'on doit le faire, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait. Si on ne le fait pas, on est considéré comme ringard. Si on le fait, on est parfois un peu absurde, mais on n'est pas acteur, c'est-à-dire qu'on n'agit pas à partir de soi-même. Et donc, on suit une logique très procédurale. Frédéric, je suis sûre que tu as envie de réagir. Vous êtes sympa. Évidemment, en tant que chef d'entreprise, ce que vous venez de dire me parle beaucoup. Et de façon générale, une entreprise ne peut fonctionner que par les hommes et par les femmes qui la composent et par leur motivation. Et que la motivation individuelle, elle doit aussi passer par la motivation collective. Et pour ça, il faut avoir un tronc commun, un enjeu commun où chacun va pouvoir s'exprimer avec ses qualités, ses défauts. J'insiste, ses défauts. Et va contribuer, en tout cas, va avoir le sentiment qu'il contribue à la réussite d'un projet, d'une entreprise. Une dernière question pour tous les deux. Donc, on parle beaucoup de quête de sens, mais aussi, on entend aussi cette notion de perte de sens. Quel regard? Ça me permet de rebondir et je vais jumeler les deux. Sur la question du dosage, en fait, le process, c'est pas un mal en soi. Comme beaucoup de choses dans la vie, le poison n'est pas dans la chose, mais dans la dose. Donc la procédure, évidemment qu'on ne peut pas faire sans procédure, mais c'est le dosage. Et ce dosage-là, c'est très simple d'une certaine façon. Le critère, c'est quoi? C'est la question du sens. Quand la procédure devient la priorité au détriment du sens, c'est là qu'elle devient engourdissante pour l'esprit, qu'elle devient mortifère pour l'organisation. Je vais vous prendre quelques exemples et ça répond à la question, à l'exigence de sens. Parce que pourquoi beaucoup de gens se sentent démotivés, désengagés? Parce qu'ils ont l'impression d'appliquer pour appliquer et de ne pas être acteurs. Et en plus, dans l'application pour l'application, il y a des injonctions contradictoires. On dit agis, entreprends, va de l'avant, innove. Et en même temps, dès qu'on enclenche une action, il y a des tombereaux de procédures qui vous tombent sur le coin du bureau. Donc il y a ces injonctions-là. Mais ces procédures mortifères pour l'esprit et qui empêche de répondre à la question du sens, c'est la déshumanisation à l'état pur. C'est pour ça que ça désengage et que ça démotive. Et ça illustre un point qui est essentiel, et je trouve que c'est le cheval de bataille pour la France, entre autres, c'est que ne pas pouvoir répondre à la question du pourquoi je fais ça et d'appliquer la procédure pour la procédure, je disais que c'était la déshumanisation à l'état pur. Voilà. Donc ça, il faut lutter, parce que c'est vraiment comment dire, c'est la déshumanisation, c'est l'abandon de la pensée, c'est l'abandon du discernement, c'est l'abandon de l'intelligence humaine, c'est l'abandon de l'intelligence d'action, et on n'a pas des sujets, on n'a pas des hommes et des femmes quand on leur demande d'appliquer ça et de ne jamais se poser la question du sens. C'est pas non plus la peine que je m'énerve quand je dis ça, mais... Frédéric, on est un peu en retard, cela dit. Mais j'aimerais juste que tu réagisses quand même, parce que c'est quand même compliqué de dire à des personnes qui ont l'habitude de compliance, tu parlais tout à l'heure, et de process, qui sont quand même font partie de l'industrie d'une certaine manière. Et en même temps, ce que dit Julia est aussi juste. Mais il n'y a pas que ce thème dans l'entreprise de la compliance. C'est vraiment ce pilotage qui se fait... En fait, fondamentalement, ça se fait par l'humanité, le bon sens. Il faut savoir ne pas transiger sur certains fondamentaux. Alors, j'ai un exemple très simple à vous donner. Voilà, moi, je suis très respectueux de la réglementation. Quand je dis je suis, c'est Quorum est très respectueux de la réglementation, mais il y a une limite. Voilà, je vais vous donner un exemple très simple. Pour exprimer la performance de nos produits, si je m'en tiens à ce que la réglementation me demande, je dois vous parler de TRI. Alors, je ne vais pas faire un sondage, savoir dans cette salle combien de personnes savent ce que c'est qu'un TRI. Voilà, Julia, vous savez ce que c'est. TRI.
Voilà, c'est en français, c'est taux de rendement interne. Alors, j'ai appris ça à l'école. C'est ton métier, tu sais. J'espère que tu as encore le concept en tête. Mais voilà, donc je serai obligé de vous parler pour la performance de produit d'un TRI. Si je vous dis, voilà, on a fait 6% pendant 12 ans, bon, 6%, j'ai mis 1 000 €, ça fait que tous les ans, j'ai touché 6, quoi. On comprend. Voilà. Mais l'aberration de la réglementation nous amène en fait, le régulateur a pour objectif de protéger nos clients, de vous protéger, vous épargnants, vraiment de vous protéger. Et on arrive à des choses complètement absurdes, où on va aller à l'encontre de l'intérêt de nos épargnants en ne leur parlant plus un langage qu'ils sont eux-mêmes capables de comprendre. Donc, ce que vous avez dit me parle tout à fait, et c'est quelque chose d'assez universel. C'est-à-dire que plus les organisations se complexifient, plus elles en même temps se spécialisent, plus le bon sens perd du terrain. Donc, notre rôle, alors on est malgré tout une petite entreprise, nous ne sommes que 250, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu être très rapidement international dans nos équipes. Il y a plus de 20 nationalités dans l'entreprise, parce que les différences culturelles font que le bon sens revient rapidement au galop, quand vous avez déjà des problèmes de... On est confronté, justement. Voilà. Et il faut... c'est vraiment un combat de tous les instants, mais c'est un combat qu'on peut perdre très rapidement. Et il faut être vigilant au quotidien. Voilà, là-dessus. Mais c'est ce qui fait aussi que nos métiers sont passionnants. Et je pense que cette alchimie qu'on a réussi à trouver, je pense, chez Quorum, c'est ce qui explique une partie de la performance de l'entreprise et de la performance dans la gestion des fonds. C'est-à-dire qu'on sait garder un libre arbitre, on sait garder une indépendance par rapport à l'environnement externe, par rapport à la pression de l'environnement externe. Mais voilà, en tout cas, moi, je vous propose de continuer cette conversation. J'espère que tu vas rester avec nous, Julia, un peu plus tard, parce qu'on n'a plus le temps. D'accord, bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'ai été très contente de parler avec Julia toi. De Funès. Et à bientôt, merci beaucoup. Merci, Julia, merci beaucoup. On est à la fin, donc... Donc c'est la conclusion, c'est ça? Je ne sais pas, toi, moi j'ai passé une bonne soirée. Tu as passé une bonne soirée? C'était un exercice délicat pour nous. Hein. Philippe s'en est mieux sorti que moi, pour être objectif. Voilà, je pense que l'objectif de cette soirée, en tout cas pour nous, les équipes de Quorum, il sera atteint. Si vous avez le sentiment qu'on vous a partagé quelque part notre quotidien, si on vous a partagé aussi nos doutes, si vous avez le sentiment qu'on a été transparent dans ce qu'on vous a donné comme information sur votre épargne, en tout état de cause, on se sent véritablement investi d'une mission. Votre épargne, c'est 6,2 milliards d'euros à cet instant. Ça sera sans doute 1 milliard et demi de plus à la fin de l'année. On sait l'importance qu'a notre mission à vos yeux. On est en même temps, soyez-en certains, engagés au quotidien pour faire en sorte que cette confiance, elle trouve un écho plus que positif. Voilà, on a eu un sujet cette année sur une partie de nos produits. Globalement, j'espère que vous considérez que le travail qu'on a fait et que les performances globales de nos fonds correspondent à vos attentes. On est dans un univers mouvant, on est dans un monde qui a changé. Hein, Philippe nous l'a largement expliqué tout à l'heure. Nous, on considère que ce monde, il est plein d'opportunités. Restez acteurs de votre épargne. N'acceptez pas ce que vous ne comprenez pas. Donc, n'hésitez pas à nous appeler quand il y a des mots qu'on emploie qui ne correspondent à rien pour vous. Si vous n'êtes pas acteur de votre épargne, je pense qu'on aura failli dans une partie de notre mission. Donc, restez vigilants. Nous, notre engagement, c'est de faire en sorte qu'on se batte au quotidien pour votre confiance, pour l'argent que vous nous avez confié, qu'on doit faire fructifier sans prendre de risques et en faisant en sorte que l'année prochaine, quand on va à nouveau repartager les résultats, vous serez satisfait du travail qu'on aura fait pour vous en 2023. Je vous remercie beaucoup. Je remercie également Acha. Merci d'avoir fait la madame loyale de cette soirée. Donc tu es une spécialiste, mais tu as joué les deux. Merci Frédéric, merci beaucoup. Voilà. Merci. Un grand merci à Julia. Bien. Voilà, c'était passionnant hein, ce qu'elle disait. Je pense qu'on a tous pu trouver des échos concrets dans ses propos. Et je vous dis donc à l'année prochaine et un grand merci. Merci. Merci à tous. Et nous allons terminer comme on a commencé. Mesdames et messieurs, on retrouve Sadek pour terminer en beauté. Merci.